Bonjour, rebonjour, bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans Carte sur table avec Doucan. Je vous parle de cette affaire qui est en train d'éclabousser le monde entier. Ce sont les dossiers Epstein. Le département de la justice américain a révélé il y a une semaine 3 millions de documents supplémentaires. Il y en a d'autres qui peut-être seront révélés dans les prochaines heures, les prochains jours. Et en fait, les répliques de ce séisme n'en finissent pas. En France, bien sûr, chacun a suivi la démission de Jack Lang de l'Institut du monde arabe. Mais ça concerne la famille royale de Norvège, la famille royale britannique. Cela concerne en Israël le nom de Ehud Barak, l'ancien Premier ministre, apparaît dans les dossiers Epstein. J'en passe. On a le sentiment d'un scandale qui est en train, à tort ou à raison d'ailleurs, puisque apparaître dans les dossiers Epstein ne vaut pas culpabilité. Oui. Il convient d'ailleurs peut-être de le dire clairement dès le début de cette partie. Mais comme si tout le monde était soudain dans une forme d'élite mondiale, mouillée, ou en tout cas impliquée de manière quasi irrésistible par ces dossiers Epstein. J'accueille mon invité qui est Hélène Kuntz. Bonjour. Bonjour madame et bienvenue. Vous êtes spécialisée des États-Unis, professeur à l'INSEC, oui. Donc grande école de commerce, oui. C'est ça l'INSEC, et auteur de Portrait de VIP, l'incroyable histoire de Kamala Harris. C'est aux éditions Libri Nova. Oui. Vous êtes la bienvenue. Merci. Et avant peut-être d'aller chercher avec vous l'éclairage nécessaire, Magali, est-ce qu'on peut peut-être raconter à nos téléspectateurs ce que je viens de brosser rapidement, c'est-à-dire une affaire qui, de manière tentaculaire, est en train de toucher à peu près tous les pays. Oui, qui est enfin en train de faire trembler le monde entier, parce qu'en effet, dans de très nombreux pays, on retrouve de noms de personnalités dans ces fameux dossiers Epstein. Alors, vous parliez de la Norvège. Par exemple, prenons la Norvège. La princesse héritière de Norvège, elle apparaît de nombreuses fois dans ces dossiers Epstein, ce qui est en train de faire littéralement scandale en Norvège, parce qu'elle a vocation à devenir la reine. Oui. Parmi les échanges, je vous lis juste oui. un échange de mails qu'elle a eu avec Jeffrey Epstein. On est en 2012. Epstein lui dit être à Paris en quête d'une épouse, et elle lui répond que la capitale française est bien pour l'adultère, mais que les Scandinaves font de meilleures femmes. Bon, voilà le genre d'email échangé avec Epstein. Alors en effet, il n'y a rien de pénalement... enfin, elle n'est pas répréhensible. Mais vous voyez bien l'effet que ça donne. Vous avez la royauté britannique, oui, avec de nouvelles photos dans les dossiers Epstein, où l'on voit l'ancien prince Andrew, parce qu'il a été déchu de ses titres, qui est agenouillé auprès de femmes lors d'une soirée Epstein. À tel point, l'émotion est telle dans le royaume que vous avez le prince et la princesse de Galles, William et Kate, qui ont fait une première déclaration publique, où évidemment... Qui vient d'être communiqué, il y a quelques minutes. Ils se disent profondément préoccupés par les dernières révélations, concentrés sur les victimes aussi, c'est vrai, dont finalement on oublie un peu de parler, mais là le communiqué est vraiment clair en disant que leur pensée reste tournée vers les victimes. Au Royaume-Uni, l'affaire fait un véritable scandale, surtout que vous avez en effet donc la famille royale, Andrew, qui est épinglée à nouveau, parce que c'est pas la première fois. Rappelons qu'il a échappé à un procès pour viol en négociant avec une première victime, et là que c'est une deuxième femme qui est en train en effet de porter plainte. Vous avez en plus au plus haut sommet de l'État aussi le directeur de cabinet de Keir Starmer. Oui. Qui lui aussi est obligé de démissionner. Vous avez l'ancien ambassadeur britannique à Washington, Mandelson, ancien ministre, lui aussi à nouveau épinglé. Donc en fait l'affaire elle est tentaculaire. Et c'est vrai que nous n'y échappons pas non plus. Non plus, puisque donc on a vu que Jack Lang avait dû démissionner, s'était résolu à démissionner de l'Institut du monde arabe. Alors Hélène Kuntz, qu'est-ce que cela raconte au fond, de cette époque Epstein? C'est-à-dire, voilà... Et l'époque Epstein, ça date, parce que les faits remontent à 20 ans. Et vous faites bien d'évoquer les victimes. Aujourd'hui, il y a 1200 victimes qui ont dû faire un collectif pour tenter de se défendre. Et elles ont tout de même, ces dames, un courage monstre face à une administration où 36 membres de l'administration Trump sont dans l'affaire, dont un membre du cabinet, voyez-vous.
Donc, c'est un peu confus tout de même, vous savez, parce que c'était la révélation de ces dossiers, c'était une promesse de campagne de Donald Trump. Oui. Il avait promis au MAGA que vraiment, il allait publier ces dossiers. Mais tout d'un coup, une fois élu, il cherchait à les faire taire et il fallait carrément une loi que passe au Congrès à l'unanimité, qui est incroyable, hein, parce que faire l'unanimité aux États-Unis en ce moment, c'est incroyable. Bien sûr. Vous voyez, et donc nous sommes un peu en dehors de la loi tout de même, parce qu'il fallait la publication de tout et tout de suite. On est un mois et demi après, on est à peu près à la moitié des documents. Il avait promis de les publier. Oui. Et puis, ensuite, il recule parce qu'il y voit son propre nom. Oui, mais il figurer a dû des s'en milliers de douter. fois. Il Bon. a dû s'en douter que son nom était... Vous parliez des victimes, Hélène Oui. Kuntz. Alors justement, écoutons-les. Écoutons-les parce que hier, c'était le Super Bowl. Vous savez, aux États-Unis, donc c'est la grande finale du football américain. Et à la mi-temps du Super Bowl, il y a une audience incroyable. Ça a atteint le milliard de téléspectateurs C'était dans le monde. 110 millions de personnes. Aux États-Unis. Aux États-Unis. Mais c'est retransmis partout dans le monde. Enfin, c'est gigantesque. Mais aux États-Unis, 110 millions de téléspectateurs qui ont vu, à la mi-temps du Super Bowl, ceci. After years of being kept apart, we're standing together. Standing together. Because this girl deserves the truth. Because she deserves the truth. Because we all deserve the truth. Voilà, ça, vous parliez de cette association de femmes victimes. Oui. Parce que, soyons extrêmement clairs, ce qui est reproché à Jeffrey Epstein, ce sont des viols. Et des viols d'enfants, hein, parce que, en tout cas de mineurs. Oui, mais vous savez, hein, dans ce qui est visible sur le site de la justice américaine, il y a encore des faits derrière. Il y avait des enfants qui, visiblement, ont décidé sur cette île Epstein. Le procureur des îles Vierges autour ont dû parfois repêcher des jeunes femmes qui cherchaient à s'échapper, qui cherchaient à partir à la nage. Donc, ça peut effectivement aller très très loin. Et moi, j'attends beaucoup quand même de comment le peuple américain va réagir à tout ça. Parce que quelle suite? Quelle suite? Aujourd'hui même, Ghislaine Maxwell, qui est la seule personne toujours incarcérée pour cette affaire, qui était évidemment la complice de Jeffrey Epstein, elle a une lourde peine là. Elle est condamnée à 20 ans de prison. Eh bien, elle sera donc auditionnée à distance parce qu'elle est incarcérée, à huis clos, par une commission du Congrès. Mais vous savez, en même temps, elle cherche à être graciée par la personne qui est citée 38 000 fois dans le dossier. Vous parlez de Donald Trump. Oui, tout à fait. Bon, alors, ce qu'on découvre aussi avec la publication des 3 millions de documents la semaine dernière, d'abord, il y a d'autres documents qui peuvent être... Voilà, c'est la on sait demande... que c'est la moitié qui ont été publiés. Il en reste la moitié. Quels sont les obstacles pour publier l'autre moitié? C'est Todd Blanche qui était à la fois... Alors, vous savez, dans le département de justice, quand Trump est arrivé pour son deuxième mandat, il y avait des départs massifs aux justices. Département de la justice. Et ils étaient pour beaucoup remplacés par des loyalistes, ce qui était un peu inquiétant. C'est pas juste les camps républicains démocrates. Des proches de Trump, des loyalistes MAGA. Il y a fort à parier, malgré tout, que la publication, elle aura lieu. Parce que la base électorale de Donald Trump pousse à cela. Une base électorale, comme on dit, MAGA, mais aussi puritaine. Qui attend énormément une forme de vérité, de présentation de ces faits concernant les dossiers Epstein. Et qui appelle à des comportements moraux même, plus qu'éthiques. Oui. En réalité... L'éthique, c'est déjà bien. Déjà pas mal. Alors, ce qu'on découvre en réalité avec la publication, c'est le côté... il parlait à tout le monde. Il voyait tout le monde, des chefs d'État, des chefs de gouvernement, des responsables du monde culturel. Et on apprend, par exemple, qu'il a essayé d'entrer en contact avec Vladimir Poutine. Que Jeffrey Epstein, il était assez proche, au fond, de l'ambassadeur de Russie à l'ONU. Cet ambassadeur meurt. Et ensuite, il essaye d'entrer en contact avec Lavrov, ministre des Affaires étrangères, donc déjà il y a 20 ans c'était déjà Lavrov, au passage. Ça marche pas, il veut entrer en contact avec Vladimir Poutine, et
c'est vrai que quand on découvre cela dans les documents qui viennent d'être publiés, cela fait écho avec une intervention qui a été très remarquée, qui est celle du Premier ministre polonais, Donald Tusk. Donald Tusk, lui, il se demande si derrière ce gigantesque scandale Epstein, il n'y a pas peut-être aussi la main des services secrets russes. On écoute le Premier ministre polonais. Un nombre croissant de commentateurs et d'experts suppose qu'il est très probable que ce scandale pédophile ait été une opération préméditée du KGB russe. Ce que l'on appelle un piège, un appât sucré, un piège tendu aux élites du monde occidental, principalement aux États-Unis. Alors, Magali, c'est très compliqué de répondre à cela. En fait, si cette idée que Epstein aurait pu travailler pour les services russes, parce que en fait c'est un peu la tradition du compromat en fait, de cette façon d'obtenir des dossiers. C'est une tradition très KGB d'obtenir des dossiers sur tout le monde, sur fond de scandale sexuel ou scandale financier, mais souvent sexuel. Et puis comme ça pouvoir faire chanter un certain nombre de personnalités. Et c'est vrai que quand on découvre l'ampleur du carnet d'adresses, des échanges, des photos compromettantes que pouvait avoir Epstein, oui, on se dit qu'il avait de quoi faire tomber beaucoup de monde. Bon, de là à avoir la main des services russes, j'en sais rien, mais en tous les cas, Donald Tusk la Pologne va vraiment mener l'enquête, parce que on sent bien dans les mots du Polonais à quel point ils sont convaincus que ça pourrait être en effet une manœuvre de déstabilisation en fait du monde occidental. On en saura plus dans les prochaines semaines. Ce qu'il faudrait savoir maintenant, c'est ce qu'il y a dans les 3 millions de documents qui restent, parce qu'en effet, est-ce que là on en apprendrait davantage justement sur cette piste russe? Est-ce que le département de la justice choisit les documents qu'il publie, à quel moment? Donc il y a une volonté peut-être aussi d'impacter tel ou tel pays. Pour rebondir sur ce que dit Magali, il y a une tentative de déstabilisation, mais si c'est le cas, par les services russes, c'est à mèche lente. Vous le rappeliez, madame, c'est il y a 20 ans que les faits reprochés semblent s'être passés. Donc je suis un peu perturbée par le fait qu'il a fallu 20 ans pour que ça sorte et qu'éventuellement le monde occidental, dans sa grande majorité, soit perturbé. Et deuxièmement, je voudrais dire un mot sur la France, si vous me le permettez, comme ma spécialité. Bien sûr. Autant aux États-Unis, il s'agit d'anciens présidents comme Bill Clinton, de magnats de la tech comme Bill Gates. Autant en Israël, c'est un ancien Premier ministre. Au Royaume-Uni, la famille royale et aussi des collaborateurs de Premier ministre actuels ou anciens. Mandelson était un collaborateur ancien de Tony Blair, me semble-t-il. En France, il y a certes Jack Lang, qui n'est pas, pardon de le dire, je ne veux pas être désobligeante, mais ce n'est plus une personnalité de premier plan. Certes, il est à la tête d'une institution culturelle importante, l'Institut du monde arabe, il l'était en tout cas jusqu'à ce week-end, mais il n'y a pas jusqu'à présent, je vais rester très prudente, il n'y a pas de ministre, il n'y a pas d'ancien président, il n'y a pas de capitaine d'industrie qui, semble-t-il, soit impliqué dans l'affaire Epstein. Je veux juste le souligner. Stéphane, oui. J'aimerais rappeler ce que vous avez rappelé. La Cour fédérale de New York a indiqué qu'être cité dans une procédure civile n'est pas une condamnation pénale. Bon, c'est important de le préciser. Bien sûr, il faut le redire. Néanmoins, on ne parle pas de crime sexuel, on parle de crime pédophile. Et fichage. Et de fichage, absolument. Qu'il y ait de l'ingérence, certainement. Mais les faits sont là. Les actes ont été commis. Et les actes sont répréhensibles. Qu'un État, à un moment, pour déstabiliser, décide de divulguer ces informations, c'est une question de santé publique. C'est normal. Et j'aimerais pas qu'on cache, sous couvert de la Russie, qu'on banalise ce qui a été fait. Vous savez, j'ai écrit un bouquin il y a 2 ans maintenant, qui s'appelle « Vivre ses rêves afin de rêver de sa vie ». Et j'ai raconté ce que j'ai vécu, c'est-à-dire l'indicible. La pédophilie n'est pas un sujet qu'il faut prendre avec la légère. C'est un sujet grave. C'est un sujet qui touche toute la société. Et vous citez Jack Lang, qui a été touché, en tout cas écrit. Moi, je peux vous dire une chose. Si Jack Lang a été ciblé, c'est parce qu'il l'a des noms. Et que Jack Lang, s'il parle, je pense fondamentalement que beaucoup de personnes seront impactées, que ce soit du monde politique, du monde économique. C'est Jack Lang qui détient
aujourd'hui en France la vérité de ce qui s'est passé. Et Jack Lang, pardon, il doit parler, ne serait-ce que pour son salut personnel. Il a 87 ans, je crois qu'il est croyant. À la veille de rencontrer Dieu, il serait peut-être temps qu'il donne les noms de tous les péchés qu'il a connus pendant sa carrière. Bon. Je crois que, voilà... Pour l'instant, c'est juste une enquête sur le volet blanchiment de fraude fiscale. À ma connaissance, il n'y a pas d'enquête sur les faits liés à des agressions sexuelles. Non. C'est le parquet national financier qui a ouvert sur les aspects justement financiers. On n'est pas... Voilà, donc je ne sais pas à quoi vous faites référence, mais enfin, en tous les cas, à ce stade, il n'y a aucun élément impliquant Jack Lang d'une manière ou d'une autre, de manière très précise et très concrète, dans les méfaits qui sont reprochés à Jeffrey Epstein. Ce que dit Stéphane, il doit être entendu aussi, c'est que souvent le compromat marche avec l'omerta. Il y a une espèce de chape de plomb, si vous voulez, et puis les uns et les autres se tiennent, alors soit par le sexe, soit par l'argent, soit par d'autres choses, etc. Des affaires personnelles, des biens matériels. Mais un jour ou l'autre, oui, c'est comme les cartels. Le cartel s'effondre parce qu'il y a toujours quelqu'un à l'intérieur. Oui. C'est rarement de l'extérieur, il y a toujours quelqu'un à l'intérieur qui vend la mèche. Et là, c'est vrai qu'on a plutôt envie et besoin de savoir. Parce que ça alimente quand même le vent mauvais de la société. Vous avez des gens qui vont dire, vous voyez, on vous l'avait bien dit, ils sont tous pourris, etc. Donc tout ça participe à une espèce d'effondrement de la vie publique et politique, de la démocratie, finalement. Donc c'est quand même vachement sérieux. Merci beaucoup Hélène Kuntz d'avoir été mon invitée ce matin. Je rappelle votre livre, Portrait de VIP, l'incroyable histoire de Kamala Harris, édition Libri Nova.